Salut à tous, bienvenue dans 100% Jeunesse, l'émission qui donne la parole à la jeunesse. Voici tout de suite le sommaire de ce 6e numéro. 20% des jeunes ont déjà été confrontés au cyberharcèlement selon une étude de la Caisse d'épargne et de l'association e-enfance. Alors comment prévenir, détecter et traiter ce fléau? Sophie Maurice Pluchon, directrice de l'association Mosella d'action éducative et sociale en milieu ouvert, nous donnera ses conseils. On écoutera aussi le témoignage de jeunes harcelés. On parlera également de la Coupe de France de l'entrepreneuriat social pour la jeunesse de 18 à 30 ans avec la 8e édition de la Social Cup. Vincent Janier, chargé de projet et de communication sur le programme, nous détaillera les modalités du concours. Puis rencontre avec Tom Sky, un rappeur déjà single d'argent par Sony Music France et qui signe son premier album, Repas de famille. Il nous le présentera en fin d'émission. Voilà pour le sommaire de cette émission. Je vous propose qu'on débute tout de suite. Allons-y. On ouvre sans plus tarder notre dossier du jour avec le cyberharcèlement. Je vous le disais il y a un instant, 20% des jeunes en ont déjà été confrontés. Alors connaissez-vous ce sujet et notamment ce fléau de société? Eh bien écoutez, on en reparle juste après. Le cyberharcèlement, c'est du harcèlement. Donc c'est un peu de l'attaque envers des jeunes ou bien des gens, peu importe, sur Internet. De se moquer de quelqu'un à plusieurs, par exemple sur des commentaires des réseaux ou même mettre des photos de lui ou de elle sur les réseaux, sans son consentement par exemple. Ça reste une atteinte à une personne, donc forcément c'est violent. Et puis après forcément ça bloque la confiance en soi, ça dénigrer une personne n'est jamais bon, que ce soit physiquement ou psychiquement. Et aussi c'est facile derrière son écran de te trouver fort ou bien de trouver des raisons pour harceler. On connaît tous quelqu'un qui a été victime de cyberharcèlement, que ce soit au niveau de son physique ou peu importe son comportement forcément. J'étais jeune et j'avais pas envie d'avoir encore plus de problèmes avec ces personnes-là parce que je savais qui c'était, même si c'était un anonyme en soit. Mais ouais, j'ai réussi à gérer quand même toute seule, ça s'est apaisé tout seul en fait. J'ai juste ignoré, enfin entre guillemets, et ça s'est apaisé tout seul. J'ai appris à vivre avec, je me suis dit il me regarde quand même. Et voilà, il ne faut pas qu'on s'empêche de vivre parce qu'il y a des mauvais gens. Et le harcèlement aussi bien scolaire que sur le net continue à tuer. Dina avait 14 ans. Sa mère l'a décrit comme une personne intelligente qui aimait la vie. Dina a mis fin à ses jours après 2 ans de harcèlement en raison de son origine éthique et de son orientation sexuelle selon ses parents. Jean-Michel Blanquer, qui s'y est exprimé sur Europe 1 la semaine dernière, il dit que la mort de Dina doit nous alerter. Je me tourne vers vous, Sophie Maurice Pluchon. Devons-nous attendre de telles situations pour réagir et pour s'alerter sur ce sujet qui est le harcèlement et notamment le cyberharcèlement? Alors, la réflexion du ministre de l'Éducation nationale me surprend parce qu'on n'a pas besoin d'attendre une situation dramatique pour pouvoir réagir. Aujourd'hui, on a les moyens de prévenir sur le harcèlement, aussi bien le harcèlement scolaire que le cyberharcèlement. Et aujourd'hui, le grand absent au niveau du gouvernement et la protection de l'enfance. Aujourd'hui, je pense que la protection de l'enfance a toute sa place dans le harcèlement. Alors, la crise de la Covid et notamment l'isolement a suscité de nouveaux modes de communication. En 2020, l'association e-enfance a fait un constat inquiétant. Elle a vu augmenter de 44% les appels sur son numéro vert Net Écoute, désormais le 3018. Est-ce que vous, dans votre association, Sophie, vous avez aussi remarqué une arrivée massive de victimes d'harcèlement, de cyberharcèlement? La Covid-19 a-t-elle émergé davantage de victimes? Alors, la Covid, effectivement, a eu des conséquences sur les modes de vie et notamment chez les adolescents puisqu'ils étaient privés, entre guillemets, de sortie. Donc, ils ont beaucoup plus utilisé les réseaux sociaux et effectivement, le cyberharcèlement, c'est du harcèlement sur Internet. C'est quelque chose qu'on connaît depuis l'apparition d'Internet, mais qui s'est accentué avec l'arrivée des réseaux sociaux. Donc, effectivement, on a beaucoup plus de harcèlement via les réseaux sociaux qu'il y a quelques mois. Alors, les réseaux sociaux, c'est un peu on ne peut pas s'en passer. C'est un peu, ils sont dans notre quotidien. On sait qu'ils sont responsables justement de ce cyberharcèlement, mais comment faire alors pour éviter de telles situations, qu'on en arrive jusqu'à des suicides? Alors, je pense que la première chose, c'est déjà de parler, d'échanger, que les parents
parce que dans le harcèlement, le rôle des parents a une place centrale. Après, effectivement, on peut s'aider de l'éducation nationale, des professeurs, des éducateurs, mais le parent est là vraiment pour pouvoir informer son enfant des risques encourus sur les réseaux sociaux. Donc déjà, instaurer un bon climat de confiance avec son enfant. Tout à fait. Les réseaux sociaux. Alors, peut-être limiter, contrôler aussi les réseaux sociaux, les prévenir aussi que les réseaux sociaux, on peut inviter des camarades, des gens qu'on connaît, et garder sa sphère privée. Et ne pas accepter n'importe qui et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Alors, vous l'avez dit, Sophie Maurice-Pluchon, qu'il faut en parler le plus tôt possible, en tout cas quand on est victime d'harcèlement, de cyberharcèlement, aussi bien scolaire que sur le net. On va en parler. Mais avant, moi, je voudrais savoir, est-ce que les harceleurs, ceux qui vont harceler, justement, ont conscience de leur acte? Est-ce que sur le net, avec le cyberharcèlement, le fait d'avoir un écran interposé, ça sera un peu un bouclier, ils auraient plus confiance? Est-ce qu'ils ont conscience de ce qu'ils font? Alors souvent, le harceleur n'a pas conscience des conséquences de son acte et n'a pas conscience surtout des problèmes qui va engendrer son harcèlement à travers les réseaux sociaux. Et je dis aujourd'hui, le gros problème, c'est effectivement, c'est facile de se cacher derrière un écran, derrière un pseudo. On se dit qu'on ne va pas être retrouvé, qu'on va être noyé dans la masse. Et puis, il y a le harceleur, il y a la victime, mais il y a aussi beaucoup les spectateurs qui surenchérissent les likes, qui surenchérissent les réflexions sur les différences, parce que souvent le harceleur s'attaque à quelqu'un de vulnérable. En préparant cette émission, Sophie m'avait dit que le cyberharcèlement, c'était pire que le harcèlement scolaire. Expliquez-nous pourquoi. Parce que ça n'a pas de fin. Ça commence souvent à l'école, le harcèlement se poursuit via Internet, via les réseaux sociaux, et les conséquences sont dramatiques parce que ça touche la victime, mais ça va aussi toucher son entourage, c'est-à-dire à une vitesse qui est très rapide, l'information va être diffusée sans aucun filtre. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous postez une image de vous ou bien une photo, tout le monde peut y avoir accès. Avant de poursuivre notre entretien, Sophie, je vous propose qu'on écoute un témoignage d'une des victimes de cyberharcèlement. C'est notre parcours de vie de cette émission. Nous allons écouter Louisa. Elle a 17 ans. Elle fait partie des nombreux jeunes à avoir subi du cyberharcèlement. De sa cour d'établissement jusqu'aux réseaux sociaux, un groupe de filles va lui faire vivre un calvaire. C'est la toute première fois qu'elle se confie sur son histoire face à des caméras. Témoignage poignant que je vous propose d'écouter. Le premier jour de ma rentrée scolaire, j'avais été immédiatement la cible d'un groupe de filles. Donc on a commencé à m'harceler pour une raison que je ne saurais pas vous dire encore actuellement. On rentre chez soi le soir, on n'est plus tranquille. On pense à ça, on pense à ce qui va se passer demain au collège ou quel message on va recevoir sur les réseaux sociaux. Est-ce que je vais pouvoir sortir tranquillement? On avait créé un faux compte de moi sur Instagram. Plusieurs personnes qui se réunissaient, qui créaient des groupes pour m'insulter. Et quand je quittais le groupe, on me remettait. Ils refaisaient des autres comptes pour pouvoir me parler. C'était des messages de haine, c'était lourd à supporter. C'était des messages de mort alors que j'avais 13 ans et qu'elles étaient plus grandes que moi. À ce moment-là, je pensais peut-être que ça allait être que passager, que ça, au fil du temps, elles allaient me laisser tranquille. Sauf que finalement, au fur du temps, ça devenait de pire en pire. J'étais impuissante, je pouvais juste regarder. Donc ça blesse, ça blesse. J'avais des idées noires, mais j'ai jamais voulu me suicider. Donc je pense que j'avais quand même les épaules pour. Devant ces personnes-là, je voulais pas montrer que ça m'atteignait. Donc elles ne voyaient pas vraiment ce que je subissais. Mais arrivant chez moi, c'était vraiment de la colère que je ressentais et de la rancune parce que je ne comprenais pas pourquoi on s'en prenait à moi, sachant que j'ai rien fait. Et c'était aussi beaucoup de tristesse. Quand on me suivait avec des personnes dangereuses qui avaient des couteaux, le jour-là, en plus, c'est mon père qui est venu me chercher. C'est-à-dire si mon père n'avait pas été là, peut-être que je serais morte aujourd'hui, j'en sais rien. Parce qu'elles étaient plusieurs. Et c'est des personnes qui n'habitent pas dans la même ville que moi. Donc elles ont pris exprès le même bus que moi pour me suivre chez moi. Donc c'est qu'elles avaient l'intention de me faire quelque chose. On ne suit pas quelqu'un jusqu'à chez lui pour l'insulter. Je ne suis pas quelqu'un qui parle de mes problèmes à ma famille. Donc j'en ai pas parlé à mes parents. Et de toute évidence, je n'ai pas pensé à porter plainte parce qu'elles étaient beaucoup trop. Si j'aurais dû porter plainte, j'aurais dû porter plainte contre une quinzaine de filles au final, parce qu'elles étaient beaucoup. Mais je regrette parce que je me dis peut-être que ça aurait pu changer quelque chose. Et j'ai pris ça après au fur et à mesure du temps comme une leçon de vie. Grâce à ça, je pense que je me suis renforcée et maintenant je me sens mieux. Je prends ça comme une épreuve.
une épreuve de la vie. On remercie Louisa pour son témoignage. Alors vous allez me le dire, Sophie, si je me trompe, c'est pas une évidence d'admettre qu'on est cyberharcelé. C'est compliqué, non, quand on est victime d'harcèlement, d'admettre qu'on est harcelé. Oui, tout à fait, parce qu'on est déjà, on se culpabilise. Le mineur souvent culpabilise aussi de ne pas maîtriser la situation, pense que les choses vont s'améliorer aussi avec le temps. Et puis, ils ont très peur aussi d'en parler à leurs parents ou à quelqu'un à qui ils pourraient se confier. Donc aujourd'hui, la place de l'adulte dans le harcèlement a vraiment une place prédominante. Aujourd'hui, même si on ne peut pas en parler à son père ou à sa maman, on peut en parler à une personne de confiance, à un adulte de confiance. Et c'est important d'en parler. On va se connecter avec Kathleen pour un autre témoignage. Elle n'a pas pu être présente avec nous sur le plateau, c'est pourquoi elle est en distanciel. Alors Kathleen, pendant 7 ans, tu as vécu du harcèlement scolaire qui s'est traduit par des violences physiques. Tu as reçu des claques, on t'a tiré les cheveux, on t'a planté des ongles dans les bras jusqu'au sang. Tu en es même arrivé à devoir te mutiler. Tous ces faits se sont déroulés de ta CE2 jusqu'en 3e. Il y a une année en particulier qui t'a marqué, c'est ta 5e. Tu la qualifies comme ta pire année. Raconte-nous. Alors déjà, tout d'abord, en 5e, j'étais arrivée dans une classe où la plupart des gens, je ne les connaissais pas. J'avais quelques amis. Et ma sœur, qui était en 3e quand j'étais en 6e, n'était plus au collège. Donc, je ne pouvais plus avoir la conscience tranquille, on va dire, parce que si j'avais un problème, ma sœur était là, puis elle me regardait dans la cour. Et là, je me retrouvais toute seule. Et du coup, pendant mon année de 5e, c'était la pire parce que de base, mon harcèlement scolaire, ça a commencé par mon meilleur groupe d'amis, on va dire, avec mes meilleurs amis. Et ça a ensuite été sur toute une classe entière, où il y avait quelques amis à moi qui étaient de nouveaux amis, quoi. Et du coup, c'était vraiment ma pire année parce que on voulait vraiment me faire du mal. On me tordait le bras jusqu'à temps que j'arrive plus à le bouger. Dans la cour de récré, on me tirait les cheveux, on me lançait des poignées de cailloux. Alors les surveillants, à ce moment-là, ils regardaient, mais ils disaient rien. Genre, ils sont passés à côté sans rien dire. Donc du coup, j'ai dû prendre sur moi. J'en ai pas parlé. Et puis ensuite, toute l'année, c'était ça. Et à un moment donné, on avait pris un compas et on m'avait griffé le dos, on m'avait griffé les bras, on a été sous la table pour me griffer les jambes avec un compas. Parmi les conséquences de cet harcèlement, c'est la phobie scolaire. Tu ne peux pas retourner dans un établissement scolaire. Voilà les conséquences de cet harcèlement que tu as subi. Oui, tout à fait. J'arrive plus à aller à l'école parce que justement, j'ai une phobie scolaire que j'ai développée en 5e, mais qu'on a vraiment su que c'était une phobie scolaire en 4e. Donc, j'écrivais des textes sur Instagram et j'avais un compte spécial texte et ma mère est tombée justement sur ces textes-là que je recopiais sur papier. Elle m'a demandé ce que c'était et là, j'ai dû à ce moment-là tout raconter au même moment où ma mère et mon père ont appris que je me suis mutilée. Donc du coup, j'ai dû tout raconter et ensuite, on a été voir à la rentrée le CPE qui était le même. On a tout expliqué et le CPE a dit, ces filles-là, ces principales filles-là qui étaient mes meilleures amies, harcèlent d'autres personnes dans le collège. Et mon témoignage a vraiment été celui qui a fait, on va dire, déborder le vase en fait. Et du coup, elles ont été renvoyées. Mais malgré tout, ça n'a rien arrangé. Alors, pour aller de l'avant, tu as décidé de retranscrire sur papier tes émotions, ton ressenti, notamment avec ton compte Instagram où tu réagissais de ce que tu vivais. Un livre qui est paru aux éditions Edilivre, Dans les yeux d'une harcelée. Tu es témoin pour inciter les victimes qui, comme toi, ont vécu du harcèlement à parler. C'est important de parler le plus tôt possible. Oui, tout à fait. Dans mon livre, j'explique vraiment de A à Z ce qui s'est passé. Donc, j'entre plus ou moins dans les détails. Et à la fin, bien évidemment, il y a un message pour les harcelés et les harceleurs où j'explique qu'il faut vraiment en parler parce qu'on peut pas continuer comme ça parce qu'on finit par se faire du mal, on finit par se détruire nous-mêmes. Et tout ça pour des personnes qui, eux, s'en foutent complètement qu'on se détruise juste après l'école, on va dire. Alors du coup, j'explique qu'il
qu'il faut vraiment en parler le plus vite possible à quelqu'un de confiance. Voilà. Kathleen, très, très rapidement, est-ce que tu en veux aujourd'hui toujours à ces personnes, à ce groupe de filles qui t'a voulu du mal? Ben, en fait, je sais pas, parce que bien évidemment, je pense que toute ma vie, je les détesterai. Voilà, toute ma vie, je ne pourrais pas leur pardonner. Voilà, je ne suis pas le genre de personne à pardonner à des choses comme ça, malgré qu'il y a des personnes qui sont très, très courageuses pour moi et qui réussissent à pardonner à leur harceleur, etc. Mais moi, je sais que j'arriverai pas. Je sais que j'arriverai pas. Et actuellement, ouais, je pense que je les détesterai toujours autant. Merci Kathleen infiniment pour ce témoignage. Il permet de faire avancer ce combat qui est le harcèlement aussi bien scolaire qu'en ligne. Merci infiniment pour ce témoignage. Sophie, on a entendu dans cette émission le témoignage de Louisa, celui de Kathleen il y a un instant. Elles nous l'ont dit, c'est compliqué pour elles de parler, c'était compliqué pour elles de l'annoncer à leurs parents, à leurs proches. Il le faut, c'est important. Et surtout parce que le harcèlement, il est sanctionné. Rapidement, racontez-nous un peu ces sanctions qu'encourent justement les harceleurs. Alors, bien sûr que maintenant, la loi punit fermement les harceleurs et surtout met en place des actions éducatives pour pouvoir accompagner les victimes dans un processus par la suite de réparation. Donc aujourd'hui, au niveau des mineurs, on a ce qu'on appelle des mesures de réparation pénale pour les harceleurs. Ce sont des alternatives aux poursuites avec des actions éducatives et parallèlement, vous vous exposez à une sanction pénale avec 1 an d'emprisonnement et en peine maximum avec une amende de 35 000 €. Et on le rappelle parce que c'est important, un numéro qu'il faut noter et qu'il faut absolument composer si vous êtes victime d'harcèlement. C'est non au harcèlement. Vous pouvez prendre contact avec le 3020, service et appel gratuit. Donc il faut absolument appeler. Merci Sophie Maurice-Puchon d'avoir été avec nous sur ce plateau et de nous avoir éclairé sur ce sujet qui est le cyberharcèlement. Il faut continuer à en parler car ça prend du phénomène et de l'ampleur et c'est important d'aller à contre-courant. Une info en bref et une bonne nouvelle pour tous les étudiants et apprentis qui gagnent moins de 2 000 € net par mois et qui sont fiscalement indépendants. Ils sont concernés par l'indemnité inflation. Ils recevront donc 100 €, un montant qui correspond au surcoût généré par l'inflation sur le budget des ménages français. Pour les étudiants, la prime sera versée par les Crous à la fin du mois de février. 2/3 des étudiants sont concernés, a fait savoir le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Faut-il encore savoir si cette prime sera suffisante pour subvenir aux besoins des étudiants? Voilà peut-être un futur thème d'émission. Avez-vous déjà entendu parler de la Social Cup? Du tout, ça ne vous dit rien. Eh bien, sachez que cette année, c'est sa 8e édition. C'est une sorte de grand rendez-vous des jeunes entrepreneurs. C'est surtout la Coupe de France de l'entrepreneuriat social pour les jeunes de 18 à 30 ans. C'est un concours. Vincent, raconte-nous comment que ça se passe un peu la Social Cup. Alors bonjour, merci de nous accueillir aujourd'hui, ça me fait super plaisir. Venu sur ce plateau. Du coup pour la Social Cup, en fait c'est un programme de sensibilisation, d'inspiration, d'engagement des jeunes, justement de 18 à 30 ans, autour de toutes les problématiques sociales et environnementales. Et en fait ce qu'on propose c'est justement de passer à l'action, donc on leur propose différents moyens de comment passer à l'action et on se concentre justement sur l'entrepreneuriat social. Alors qu'est-ce que c'est concrètement l'entrepreneuriat social? C'est quand même un peu la base du concours et de cette Coupe de France. Ouais. L'entrepreneuriat social, en fait, c'est le fait de créer un projet qui a un impact. Donc, en fait, c'est un projet qui va faire un peu bouger les codes de la société. Donc, qui va avoir une utilité soit sociale, soit environnementale. Le cœur de mission du projet qui est créé, c'est l'impact positif sur la société. Ah, on va en parler justement. À cette édition, vous la lancez avec Kiss Kiss Bang Bang, la Box Postale, ainsi que Mekens, qui est une association avec comme visée de construire une société inclusive et durable. Ses objectifs en 2030, c'est de mobiliser plus de 10% des jeunes du monde entier. Et vous aussi, avec la Social Cup, c'est de faire réfléchir les jeunes sur les moyens d'agir pour la société de demain. C'est comme ça qu'on pourrait résumer un peu le concept. Oui, tout à fait. Et du coup, c'est Make Sense, l'association, donc qui développe du coup pas mal de... Mon anglais encore un petit peu défaut, c'est ça. Il développe pas mal de programmes, dont celui justement de la Social Cup. Et l'objectif, en fait, c'est justement les personnes qui prennent conscience de tous les enjeux, ils veulent justement passer à l'action et Make Sense intervient justement à ce moment-là pour les aider. Dans le cadre de la Social Cup, en fait, nous, ce qui se passe, c'est qu'il y a 3 grandes phases. La première phase, c'est la sensibilisation. Donc, en fait, on vient à la rencontre de toi, jeune étudiant ou jeunes d'ailleurs de tout milieu confondu parce qu'on intervient dans des associations, des écoles, des universités et on leur présente en fait
tous les enjeux et comment est-ce qu'on peut finalement passer à l'action si on a envie de faire bouger les codes de la société. Et justement, ces rencontres-là, elles rentrent dans les 3 grandes étapes que concerne la Social Cup et cette Coupe de France. Voilà, ça c'est la première étape, donc c'est ce qu'on commence à faire au début de l'année. La deuxième étape, et c'est une étape importante, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est l'organisation de créatons. Donc les créatons, rapidement, en fait, c'est une journée d'intelligence collective qui est ouverte à tout le monde, déployée sur toute la France dans 12 villes, donc dans 12 villes, Marseille, Lyon, Paris, etc. Pour nous, c'est Strasbourg, pardon. Pour vous, Strasbourg, c'est le 11 décembre de 9h30 à 18h30. Et il y aura justement, en fait, dans cette journée, c'est une journée d'intelligence collective qui est ouverte aux curieux, aux personnes qui sont sensibles justement à ces problématiques et aux personnes, du coup, qui peuvent aussi potentiellement, qui sont déjà porteuses ou porteurs de projets. Et au cours de cette journée, en fait, il y a des mentors, des coachs. On propose plein d'ateliers un peu innovants pour justement aider ces personnes à avoir de l'impact. Et on passe un super bon moment tous ensemble. C'est un événement gratuit et à la fin, on va tous boire un verre ensemble pour festoyer et se réunir pour essayer d'avoir un maximum d'impact ensemble. Il sait nous convaincre pour qu'on y aille. Alors, rapidement, la battle finale, parce que nous, on veut savoir exactement, on va s'engager pendant plusieurs mois. La battle finale, comment que ça se passe ? La battle finale, c'est le 10 mars. Et comment ça se passe, en fait, c'est que, vu que la Social Cup est déployée dans 12 villes, après, il y a une phase de candidature d'appel à projet. Donc, il faut savoir que chaque phase est indépendante. Donc, n'importe qui, même quelqu'un qui n'a pas participé au créaton, peut candidater à l'appel à projet. Et une fois, en fait, il y a une phase de jury dans chaque ville. On sélectionne un projet. Et donc, il y a en tout 12 projets finalistes qui gagnent des récompenses. À partir du moment où on est sélectionné pour la battle finale, on gagne des récompenses. Donc, c'est des récompenses financières, d'accompagnement de projet, de visibilité sur les réseaux sociaux. Et le lot total, c'est de 50 000 €. Alors, l'appel à projet, justement, qui commence le 20 novembre et il se poursuit jusqu'au 11 décembre. Donc, c'est le moment de se mettre et de réfléchir à un projet. Ou si vous en avez un, il faut aller le présenter. Alors, en cette édition, la Social Cup on vous a quand même proposé 1014 projets. Ça montre finalement que la jeunesse a de l'engagement. Quelles sont les perspectives, les objectifs pour cette 8e édition ? Alors, pour cette 8e édition, l'objectif, c'est de sensibiliser 3000 jeunes au moins, qu'il y ait 500 jeunes qui participent au créaton. L'objectif, c'est vraiment d'engager un maximum la jeunesse qui veulent faire bouger les choses. Et en tout, on a aussi un objectif vraiment d'inclusion. Donc, on cible aussi beaucoup les personnes qui sont éloignées de la formation ou de l'emploi pour qu'ils puissent s'engager dans ce domaine. Vincent, je te prends de court, mais tu as 20 secondes pour donner envie à nos téléspectateurs, à nos étudiants et à nos jeunes de participer à cette 8e édition. 20 secondes. Ok, c'est parti. Alors, toi, jeune qui me regarde derrière ta télévision, arrête de scroller. Tu vois peut-être plein d'informations justement avec tous les incendies, etc., les problèmes sociaux, les inégalités, et tu as envie de t'engager. En fait, t'as pas pour vocation de devenir entrepreneur social forcément, mais juste de découvrir ce qui t'anime, toi, en tant que jeune, et comment tu veux construire ta carrière professionnelle. Donc, je t'invite à te renseigner sur les réseaux sociaux, la Social Cup, et sur les événements Facebook. Eh ben nickel, merci infiniment Vincent, il nous a convaincus, c'est sûr, j'en suis persuadé. Merci Vincent, je rappelle, tu es chargé de projet de communication sur le programme la Social Cup, voilà qui nous donne vraiment la motivation, le sourire. Et notez également dans vos agendas un concert à ne pas manquer, celui en hommage à Marie et Mathias, un couple messin farouchement tué le soir du 13 novembre 2015 au Bataclan. À la suite des attaques, leurs proches ont fondé une association à leur nom. Elle organise notamment le 13 novembre un vide dressing et un concert à Blida. L'intégralité des fonds récoltés durant cette journée seront reversés sous forme de bourse à des porteurs de projets. Depuis 2016, l'association a distribué 26 500 € à la jeunesse entreprenante. Voilà dans vos agendas. On attaque notre dernière partie d'émission avec Tom Sky. Comment vas-tu ? Bien, et toi ? Eh ben très bien, ça va nickel. On a parlé de plein de sujets avec le sourire. Alors toi, le confinement, ça t'a réussi, ça t'a même un petit peu lancé, on peut le dire ? Ouais, on peut dire ça, ouais. C'est-à-dire que j'ai toujours fait un peu de musique et le confinement, c'est vraiment ce qui m'a permis de vraiment me poser et de lancer le projet plus sérieusement. Alors le confinement, il t'a surtout permis aussi d'écrire Ours Brun, qu'on va entendre un petit extrait là maintenant. C'est ton premier single et on peut dire que t'as percé avec. C'est ce qui t'a propulsé sur les rails de la musique et du rap. Percé, je sais pas si on peut le dire pour l'instant. Quand même, quand on voit que t'as reçu un single d'argent par Sony Music France, on peut dire quand même, non ? C'est vrai que ce son-là, il a été écrit assez rapidement. Je suis rentré chez moi après une sortie entre potes et en 10 minutes, il a été écrit et puis c'est sorti sur les plateformes et
au fil du temps, ça a très vite pris de l'ampleur et ça a plu en fait. Une ampleur récompensée, parce que je disais, tu as été single d'argent par Sonic Music France. Si ce n'est que ça promet quand même pour la suite. J'imagine que quand on a un jeune artiste comme toi qui a envie de se développer, c'est une récompense. Ça marque finalement que le travail paye. Oui, le travail paye. Je me suis accroché pour réussir ce que je voulais entreprendre. Et du coup, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui j'en suis là et j'en suis très content que le son ait bien fonctionné dans plusieurs pays. Parfois, je reçois des messages et ça me fait plaisir. Alors après cette réussite, tu as sorti deux EP, Oui, et à la fin août, un album, Repas de famille en autoproduction, sonorité rap et pop urbaine, dans lequel tu parles des amitiés bancales, problèmes familiaux, amour impossible ou bien vie tumultueuse. Un repas de famille qui n'est malheureusement pas si convivial que ça. C'est ton histoire finalement. Oui, c'est ça. Je me suis inspiré de moi et aussi d'amis très proches. Quand j'écris mes sons, j'ai vraiment une bulle d'inspiration et c'est très important pour moi. Et du coup, ce titre-là, Repas de famille, ça veut tout dire et rien dire. C'est repas de famille c'est l'inverse. Un repas de famille, c'est censé être convivial, etc. Là, on est sur quelque chose où je déballe en fait ce que j'ai envie de dire et je me retrouve seul à une table à faire le point sur ma vie, quoi. Alors nous, maintenant, on veut voir ce que ça donne. En live, en plateau, tu nous as réservé un petit extrait. Alors c'est quoi exactement que tu vas nous interpréter? Alors c'est le son Sky, qui est l'intro du deuxième EP et qui sera aussi dans le deuxième album. Et c'est justement en parlant de cette bulle, j'ai vraiment utilisé cette bulle-là pour faire le son, quoi. Eh bien, on va te laisser prendre ton micro et t'installer. Le temps pour moi de vous remercier, vous trois, d'avoir été à nos côtés. On remercie Kathleen également qui a été en distanciel avec nous. Et on se retrouve le 16 novembre pour un nouveau numéro de 100% jeunesse. À bientôt, salut. Et tout de suite, c'est Tom Sky sur ce plateau en live. Je t'avais dit qu'on viendrait. Tom Sky, ma gueule. Je suis fatigué mais j'ai pas sommeil. Je veux briller mais j'ai pas le soleil. Numéro Sky comme Simone Veil. Je suis partout comme une abeille. On fait ça pas que pour l'oseille. J'enchaîne les punch dès le réveil. On t'a dit je suis la relève. Malheureusement c'est moi qui ai trouvé la fève. Poto je suis né avant Adam et Ève. Je suis pas la relève, non je vous achève. Gros coup droit SO à mes frères. Mon couplet je le parachève. Moi je veux des sous, pas le temps pour les lobes. Mes punch des balles de Kalachnikov. Je tire partout, appelle-moi Rouchkov. Que des lucarnes à la Berbatov. Mon rap c'est un game et tu gagneras pas. Je vais être écouté, juste pourquoi t'es malade. Je suis imprévisible comme un attentat. Ça tire balle réelle comme à Atlanta. On donnait l'illusion que ça agéchant. Nos grands-parents t'ont fait dur dans les champs. Moi je claque tout mon bif sur les champs. Aujourd'hui écoute, tout casser les temps. Dans le beurrage, je suis en roue libre. Je graille les vétérans comme un cookie. Quand je rage, je m'évade comme Houdini. J'espère un jour être sur Combini. On compte sur 1, sur 2, sur 3. Ouais, c'est nous les gros bonnets. On dit souvent jamais 203. Aux galères, j'y suis abonné. Et j'ai compté mes pesos. J't'avoue, j'ai pas déconné. Ça fait 4, 5, 6 000 d'euros. Ouais, mais j'ai pas tout coffré. Refrais, j'ai souvent parlé de toi. J't'avoue, tu m'as inspiré. Et quand ça n'allait pas, tu m'aidais à respirer. T'es pas le plus parfait, c'est vrai, tu m'as déçu, oui. Mais si c'était à refaire, c'est toi que j'aurais choisi.